Bienvenue dans les légendes d'ici et d'ailleurs, le podcast qui vous transporte au cœur des récits mystérieux, des histoires oubliées et des mythes venus des quatre coins du monde. Voici le 6e épisode, la malédiction du rocher aux oiseaux. Au large des côtes du Québec, là où le fleuve Saint-Laurent s'ouvre sur le golfe et se déchaîne contre des roches noires et des vagues indomptables, se dresse un îlot solitaire, un caillou battu par le vent, habité autrefois par des milliers d'oiseaux et par quelques hommes qui, pour leur malheur, ont voulu y faire briller une lumière. C'est l'histoire du rocher aux oiseaux, un fort et une malédiction. Mais avant de parler de ce rocher, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes dans la seconde moitié du 19e siècle. Le Canada vient tout juste de naître, la Confédération date de 1867 et le pays, encore jeune, cherche à sécuriser ses voies maritimes. À cette époque, le commerce par bateau est vital. Les navires transportent de tout, du bois, de la farine, du charbon, du poisson salé, mais aussi du courrier et des voyageurs reliant les ports du Québec, de Terre-Neuve et des provinces maritimes. Mais la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, elle, n'a rien d'un long fleuve tranquille. Les brumes épaisses, les récifs invisibles et les tempêtes soudaines ont déjà englouti des centaines de navires. Les naufrages sont si fréquents qu'on les considère presque comme un passage obligé. Pour lutter contre ce fleuve impitoyable, le gouvernement du Québec décide alors d'ériger des phares, ces sentinelles de pierre censées protéger les marins de la nuit et du brouillard. En 1870, on en construit un sur le rocher aux oiseaux, au large des îles de la Madeleine. L'entreprise relève presque du miracle. L'îlot est minuscule, isolé, accessible seulement par bateau et balayé sans relâche par les vents. Mais on y parvient finalement. Une tour blanche, une lanterne et un canon de brume, une arme de tonnerre destinée à guider les navires lorsque la lumière ne suffit plus. Et c'est là que commence la légende. Le premier gardien, nommé M. Fenelton, refuse le poste au dernier moment. Il aurait rêvé, dit-on, d'une prémonition. Jamais aucun gardien ne restera ici plus de 10 ans sans qu'il lui arrive malheur. Une simple superstition, ou peut-être autre chose. Mais l'avenir lui donnera raison. Son remplaçant, M. Guité, ne tiendra que 2 ans. La solitude, le froid, les tempêtes. Il quitte le fort, incapable de supporter cette vie d'ermite. Puis vient Patrick Wallen. Pendant 7 ans, tout semble paisible, jusqu'à un jour d'avril 1880. Le gardien aperçoit des loups marins autour du rocher et décide d'aller chasser, accompagné de son fils et d'un ami, Thomas Thivierge. Mais la chasse tourne au cauchemar, le vent se lève, la glace dérive et les 3 hommes sont emportés loin du fort. Le lendemain, Thivierge revient seul, les pieds gelés. Le gardien et son fils sont morts de froid. Quelques mois plus tard, un nouveau gardien, Charles Chiasson, prend la relève. 1 an plus tard, c'est la fête sur le clocher. Des amis viennent le visiter. Ils veulent une démonstration du canon de brume. Chiasson accepte, mais au moment du tir, une explosion déchire le silence. Le canon éclate, tuant sur le coup le gardien et son fils, et en même temps un de ses amis venu leur rendre visite. La liste des victimes s'allonge. Télesphore Turbine, nommé ensuite, semble enfin rompre la malédiction. 10 ans de service sans incident. Mais en 1891, alors qu'il tire un coup de canon pour signaler un navire,
une nouvelle explosion survient. Il survit, mais perd l'usage d'un bras. Pierre Bourque, son successeur, fait une chute du rocher en 1896. Blessé, il abandonne. Puis vient Arsène Turbide qui, comme Wallen avant lui, part à la chasse aux loups marins avec son fils. La même scène se répète tragiquement. La glace se détache, la tempête se lève et les deux hommes meurent de froid. On aurait pu croire que le sort en avait fini avec le rocher aux oiseaux, mais non. En 1897, un nouveau gardien, Hippolyte Melançon, est grièvement blessé à la suite d'une énième explosion de canon. On le remplace alors par un sifflet à air comprimé. Le canon meurtrier disparaît, mais le malheur, lui, persiste. En 1911, le gardien Wilfrid Bourque part à la chasse et ne revient jamais. L'année suivante, son neveu, Elphège Bourque, prend sa place. Cette fois, il évite les glaces, les canons, les falaises. Il se croit à l'abri. Mais le rocher trouve une autre façon de frapper. L'eau du réservoir, souillée par un animal mort, empoisonne le gardien, son frère et un ami. Tous trois périssent. Après tant de drames, plus personne ne veut du poste. Le fort est abandonné un temps, comme si le rocher lui-même exigeait enfin le silence. Le temps a passé. Un nouveau fort a été construit en 1887, puis remplacé en 1967, et depuis 1988, le tout est automatisé. Plus aucun gardien ne vit sur le rocher aux oiseaux, seuls les vents, les vagues du fleuve et les oiseaux, les fous de bassin. Mais ceux qui connaissent l'histoire vous le diront, ce n'est pas un simple fort. C'est un lieu où le fleuve a sa mémoire et où chaque tempête semble murmurer les noms de ceux qui ont voulu, un jour, y faire briller la lumière. C'est ainsi que se finit le 6e épisode. On se revoit la semaine prochaine pour le 7e épisode.